Bonjour à toutes, bonjour à tous. À peine l'issue trouvée au Mali et la voilà déjà en Côte d'Ivoire. À quelques jours d'une présidentielle, une mission de médiation tente de trouver un compromis entre les acteurs politiques pour éviter à la Côte d'Ivoire de sombrer une nouvelle fois dans la violence si elle ne l'était déjà. Je parle de ces missions de bons offices de la CEDEAO. La pomme de discorde, un troisième mandat qu'un de ses membres veut briguer envers et contre l'opposition, puis-je dire. En Guinée-Conakry, Alpha Condé, un autre membre de la conférence des chefs d'État de la sous-région, est déclaré déjà élu pour un troisième mandat. Le pays fume déjà. Et la CEDEAO irait certainement jouer les sapeurs-pompiers. Quelle crédibilité aura-t-elle face aux forces de l'opposition de ces pays lorsqu'on sait que, même à l'interne de la conférence des chefs d'État de l'espace, ces envies de troisième mandat font grogner certains. Vincent Folly, bonjour. Bonjour, Saturnin. Vous êtes le directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune, un quotidien béninois d'information toujours absent des kiosques à journaux, malgré une décision de justice qui lève la suspension prononcée par la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ces missions de bons offices de la CEDEAO dans les pays où les tentatives de troisième mandat sont objets, en tout cas, occasionnent des violences. Merci encore une fois, Vincent Folly. C'est moi qui vous remercie. Dites-nous, quand à l'interne, la CEDEAO peine à convaincre ses membres, parlant des présidents, d'abandonner les volontés de briguer un troisième mandat et qu'on constate que sur le terrain, ça crée des problèmes, quel est le discours que vous pensez que ces missions de la CEDEAO pourraient tenir en face, surtout des opposants de ces pays-là? Oui, avant de répondre à la question, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais aller très vite pour dire que la CEDEAO, c'est une aubaine pour la sous-région. Si elle n'existait pas, il aurait fallu la créer. Vous faites de elle est l'ironie? l'une... Pardon? Seriez-vous en train de faire de l'ironie? Non. La CEDEAO, c'est l'esprit de l'unité africaine, incarné par feu le président Kwame Nkrumah, l'un des plus dignes fils de l'Afrique, qui est mort très tôt, mais dont l'idée a germé de faire en sorte que nous puissions créer les États-Unis d'Afrique. C'est une idée qui va faire son chemin, et la CEDEAO est le premier germe de cette idée-là. Elle existe et elle est semblable c'est-à-dire elle réussit là où d'autres organisations n'arrivent pas. Le Maghreb n'a jamais réussi à s'unir, et il faut aller en Afrique du Sud pour voir la SADC qui essaye de faire. La CEMAC en Afrique centrale ne sort pas, mais la CEDEAO a fait son bonhomme de chemin. Cela dit, elle est piégée par le fait qu'elle n'est pas une organisation supranationale. C'est-à-dire, ce n'est pas une organisation qui donne des ordres que les autres vont ouvrir. Elle est comme l'Union africaine de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire une organisation dont le président de commission, parce qu'il y a un président de commission, n'est qu'un agent. Il est un agent, il est nommé par les chefs d'État. Il n'est pas au-dessus des chefs d'État, parce que même la structure de la CEDEAO, c'est une organisation dont les États membres ont accepté de mettre en commun un certain nombre de leurs attributs pour pouvoir évoluer. C'est une bonne chose. Je crois que dans le texte de la CEDEAO, il est clairement dit que les questions de souveraineté seront respectées. Donc au départ, déjà, c'était... Au départ déjà. Alors qu'au niveau, par exemple, de l'Union européenne, ils ont déjà commencé à dépasser la question de souveraineté. Et si vous vous comportez mal, comme par des pays comme la Pologne, on les sanctionne. Mais on n'en est pas là en Afrique de l'Ouest, ni même au niveau de l'Union africaine, parce que nous sommes encore en chemin et l'abandon de la souveraineté n'est pas encore entré dans le cadre. Donc si elle peine à faire respecter les décisions, c'est essentiellement parce que c'est un vice rédhibitoire. C'est-à-dire, c'est dès le départ lui-même que on veut quelque chose et son contraire. On veut une gouvernance transparente, mais on est limité par le fait que l'organisation n'a pas
le pouvoir d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous avez parlé de troisième mandat, c'est bien écrit que les gens doivent respecter les 2 mandats et partir après. Mais jusque-là, ni l'Union africaine, ni la CEDEAO ne sont arrivés. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas des organisations dont les décisions s'imposent obligatoirement aux autres. Parce que les présidents de ces commissions ne sont que des agents. Monsieur Kassibrou, qui est à la tête de la CEDEAO, était ministre de Ouattara. On a vu dans quelles conditions il a été placé pour remplacer notre compatriote de Marcel de Souza. Donc, le fait, ce qui est arrivé au Mali était simplement fortuit. Je pourrais vous donner l'exemple de la Gambie aussi, en 2016, où Yahya Jammeh, où la CEDEAO a dû dire à Yahya Jammeh, plus bagage et va-t'en, et ça a été fait. Voilà un exemple, n'est-ce pas, d'efficacité de la CEDEAO. Oui, mais ce sont les circonstances les circonstances particulières. Jammeh avait reconnu d'abord sa défaite, ensuite, au dernier moment, il dit non, ce n'est pas vrai, et puis la Gambie, c'est un pays enclavé à l'intérieur du Sénégal. Et donc, sa force dépendait du Sénégal. C'est le Sénégal qui a été le premier pays à envoyer des forces en Gambie. C'est pour ça que ça a marché. Ça a été appuyé par les éléments de la CEDEAO, essentiellement du Nigeria, après. Mais c'est quand, par exemple, vous parlerez aussi du Libéria. Ça a marché parce qu'il y avait un consensus que ce qui se passait au Libéria et en Sierra Leone n'était pas bon. Et le pays qui était le plus en avance, à savoir le Nigeria, a imposé sa force, elle a dirigé les Comores et ça a marché. Maintenant, au Mali, la dernière fois, pourquoi les sanctions ont marché? Est-ce que c'est des sanctions de la CEDEAO? Moi, je dis à qui veut bien m'entendre que ce n'est pas les sanctions de la CEDEAO. Ce sont les sanctions de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, avec le système bancaire qui est capable donc de bloquer les transferts de fonds. C'est de ça que le Mali, parce que le Mali est enclavé, c'est de ça que ça a souffert. Mais ils l'ont fait dans quel contexte? Parce que la Côte d'Ivoire, la Guinée et d'autres pays qui vont venir étaient sous ils étaient en voie d'aller vers les élections. Donc, l'exemple malien pouvait faire école, c'est-à-dire un coup de force qui veut empêcher le désir de s'incruster au pouvoir comme en Guinée et en Côte d'Ivoire. Donc, les présidents de ces 2 pays, essentiellement, ont été à la pointe pour faire comprendre aux Maliens que leur coup d'État était illégal. Comme ça l'est dans nos pays, la plupart des pays. Donc ça a réussi au Mali parce qu'il y a eu un consensus au niveau des chefs d'État pour qu'on punisse le Mali. Mais avec la Côte d'Ivoire, l'esprit de la CEDEAO qui fait qu'on respecte la souveraineté de chaque pays. Encore que les présidents concernés disent avoir révisé la Constitution et que c'est un premier mandat. C'est un premier mandat. Donc, qui va leur dire, qui va imposer l'idée que vous êtes en train de faire un travail? Il y a le président de la petite Guinée-Bissau qui aurait rappelé au chef d'État, vous aussi, vous êtes en plein coup d'État. Mais est-ce qu'il a été entendu? C'est la voix des 2 présidents et des autres qui est-ce que sur le terrain, vous pensez que les forces de l'opposition, surtout, qui vont devoir écouter ces émissaires de la CEDEAO, vont accepter que la volonté de ces présidents qui veulent un 3e mandat passe? Parce qu'ils diraient que, comme beaucoup le pensent d'ailleurs, que la CEDEAO, c'est un syndicat des chefs d'État et qui sont venus porter la voix d'un des leurs. Bien sûr, c'est un syndicat, personne ne peut nier. Et aujourd'hui, le syndicat se protège. Donc, si Ouattara accepte de capituler et de dire à ses opposants de venir s'asseoir à une table de négociation, c'est un précédent qui va faire peut-être tache d'huile. Donc, personne ne veut ça. Maintenant, qui aura la force de dire à Ouattara ou à Condé, dont la victoire vient d'être proclamée, vous avez dit? Oui, pas. Bon, qui va leur dire que vous avez truqué les élections? Depuis 90, depuis que les élections se déroulent de manière pluraliste en Guinée, moi je crois que Condé n'a jamais gagné d'élection. La première élection, Cellou Dalein Diallo a été à 48% contre 18%. Et il a fallu attendre 4 mois pour organiser le second tour et tous les tripatouillages ont suivi.
Et à la deuxième élection, Condé a pris le pli de tous les chefs d'État, une démocratie normalisée, et donc il a encore gagné. Et cette fois-ci, voilà ce qui arrive. Mais il faut craindre pour la Guinée. Pensez-vous, Il faut craindre pour la Guinée, oui. Pensez-vous, Vincent Folly, que les forces de l'opposition ivoirienne ont-elles raison en disant « Nous voulons désormais une médiation internationale par la CEDEAO, mais nous visons plus l'Organisation des Nations Unies ». Oui, reste à savoir comment l'obtenir. Moi, je dis, les élections, c'est dans une semaine. Et comment ça va venir si les rapports de force ne sont pas inversés? Et je crois qu'il y a eu un frémissement quand le gouvernement Ouattara a reconnu hier que, il est prêt à s'asseoir à la table avec les opposants. Mais les opposants ne sont pas tombés dans le piège. Ils ont senti que c'est peut-être une manière de faire du dilatoire. Et ils ont repoussé. Mais je crois que la revendication principale des opposants, c'est une sorte de surenchère pour amener à la négociation, à savoir demander à Ouattara de renoncer au 3e mandat. C'est une manière de lui dire, il faut accepter les 2 autres qui sont en exil, à savoir Gbagbo et Soro. Moi, je crois. Et que dans la balance, c'est cette négociation-là qui est voulue par les opposants. Maintenant, est-ce que ce sera possible? Moi, je ne peux pas le dire. Au vu de la situation de la Côte d'Ivoire, au vu de ce que nous entendons, nous sommes loin des théâtres d'opération, nous pouvons dire que ce sera un peu difficile. Mais si la Côte d'Ivoire s'enflamme, ça va être très grave pour l'ensemble de la sous-région, notre pays en particulier. C'est-à-dire que tout le monde suit la situation de près. Et de très près. La Guinée est moins inquiétante parce qu'ils sont habitués à tuer des gens. Peut-être que la situation va se calmer. On ne va pas dire ça, Vincent. Mais je ne vais pas. Quel pays est habitué à tuer des gens? Non, depuis le camp Boiro, depuis les assassinats de septembre, le 28 septembre, sous Dadis Camara, on n'a jamais réglé le problème des morts en Guinée. On pensait que sous Alpha Condé, les choses allaient s'arranger, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, en Côte d'Ivoire, ils ont déjà connu la guerre. Il faut prier que ce pays ne s'enflamme pas, parce que si la Côte d'Ivoire s'enflamme, c'est grave pour toute la sous-région. Merci à vous, Vincent Folly. Je rappelle, vous êtes le directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune, un journal toujours attendu dans les kiosques à Cotonou, au Bénin. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci de l'avoir suivi.